Bonjour, nous sommes le samedi 6 juillet 2019 à la Japan Expo pour fêter son 20e anniversaire et je suis en compagnie de l'ermite moderne. Comment ça va? J'ai envie de mourir. Il fait un peu chaud aujourd'hui, hein? En fait, la chaleur, ça va. On est dans le hall 4, il fait bien aéré, ça circule bien. C'est juste qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de gens, et moi je suis un ermite et ça me fait très très peur. Oui, il vaudrait mieux être avec son peignoir chez soi. Oui, exactement. Là, j'ai dû sortir une gel là-bas parce que c'est l'été, mais j'aimerais bien retourner chez moi, dans ma caverne bien fraîche, en train de regarder des hentai sur mon ordi. Mais en fait, blague à part, je suis content d'être ici. C'est toujours un grand moment Japan Expo parce que ça permet de vraiment, on va dire, observer à quel point le public peut témoigner de son amour envers ses youtubeurs favoris et ses artistes favoris. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'amour dans cette maison. Et je suis toujours heureux de pouvoir mettre des visages sur ce qui jusque-là étaient des chiffres en dessous d'un lecteur vidéo. D'accord. Est-ce que tout d'abord, déjà, tu peux te présenter peut-être pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas? Aucun souci. Alors, bonjour à toutes et à tous, ici Ermite Moderne, 50% sage, 50% fou, 100% peignoir. Je suis un troglodyte des cavernes qui parle de la pop culture, comme les mangas, l'animation, les films, la bande dessinée, la télévision et tout ce genre de choses qu'on considère des fois comme de la culture de bas étage ou pour le bas peuple. Mais sauf que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que c'est une culture du fun, qu'on ne peut pas en parler de façon sérieuse, sans trop pour autant se prendre trop au sérieux. Oui, et alors justement, on est à la Japan Expo et sur ton stand avec tes camarades anciennement de Voxmaker, vous avez prévu pas mal d'activités. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, de mon côté, j'ai fait une activité à la base où je devais faire tester des jeux vidéo étranges, insolites et bizarres. Ça s'appelait Pourquoi ça existe en live. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, j'ai dû improviser. À la place, j'ai fait une conférence très très rigolote sur les comités de production dans l'animation japonaise, d'où vient le fric et quelles sont les conséquences. Les gens étaient morts de rire. Et ensuite, j'ai fait un défi sur le jeu hot du moment, Super Mario Maker 2, où j'ai fait tester à mes très chers fans des niveaux tout aussi retors que tordus. Mais j'espère pas aussi tordus qu'un niveau de Panga ou un Kaizo. Justement, c'est ta toute dernière vidéo qu'on peut voir sur ta chaîne. Les niveaux ont l'air assez compliqués, en tout cas. Peut-être pas pour toi, mais peut-être pour les autres. Comment les gens ils se sont débrouillés un peu là sur le stand? Mieux que mes amis en fait. Ils étaient vraiment mauvais, c'était de leur faute. Moi, je voulais revenir déjà un petit peu sur ta chaîne. Ça fait depuis 2010 à peu près, j'ai regardé que tu as commencé les vidéos et puis peu de temps après, tu as lancé Voxmaker avec Thomas Sirix. Et voilà, moi, je voulais revenir maintenant. Ça fait quasiment 9 ans que tu es sur YouTube. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ton but à travers tes vidéos? Eh bien, mon parcours, ça a été que j'avais constaté sur YouTube que c'était difficile de se démarquer et que c'était difficile de se retrouver. Quand on commence vidéaste, on a l'impression d'être juste une goutte d'eau au milieu d'un océan et c'est pour ça que l'idée d'un collectif me semblait attrayante dès mes débuts en fait. J'avais réussi à percer un petit peu avec des vidéos comme mes souffrances culture sur Hatsune Miku ou ce genre de choses, ma vidéo sur le Nuzlocke Challenge, mais je voulais vraiment être dans un environnement où j'étais capable de créer à côté de d'autres personnes qui commencent comme moi. Et c'est pour ça que Voxmakers a débuté en mon sens. Bon, à ce qui paraît, il y avait un autre sens caché de la part de mon ancien associé qui n'avait pas les mêmes velléités que moi, ni les mêmes objectifs, mais ça, on n'en parle pas. C'est un sujet déjà passé. Du coup, ce blague à part, mine de rien, Voxmaker, c'était pas que des mauvais souvenirs, c'était aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres, des opportunités de reconvention, des opportunités de grandir ensemble. Et même si on a perdu une chaîne avec un demi-million d'abonnés, on a quand même gagné non seulement beaucoup d'expérience dans la vie, mais des liens précieux entre amis créatifs, ainsi que beaucoup de respect de la part des gens qui officient sur YouTube. Et ça, c'est extrêmement important. Ça nous a permis en fait d'atteindre notre objectif. Ne plus être des gouttes d'eau perdues dans l'océan, mais de pouvoir sortir la tête de la surface et exister et même pouvoir créer peut-être, c'est possible, une carrière sérieuse grâce au biais d'Internet. Voilà, et je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous aviez fait une vidéo d'à peu près 2 heures pour présenter l'affaire avec Voxmaker justement.
Ou plutôt, on va pas en parler là, mais je vous invite à aller voir cette vidéo. Ensuite, moi je voulais parler, donc ta chaîne, ça parle surtout de pop culture par rapport aux jeux vidéo et par rapport à l'animation japonaise, entre autres. Comment t'es tombé dedans, petit, tes premiers souvenirs Alors mes premiers souvenirs, c'est que dès l'âge de 4 ou 5 ans, je savais déjà me servir d'un magnétoscope pour rembobiner et mettre lecture et avance rapide et ce genre de choses. Et c'est là que je me suis dit que j'étais déjà foutu. Et là-dessus, je pense que mon amour pour la pop culture se traduit en un film, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est là que je me suis rendu compte en fait que pour moi, l'idée de réunir des tonnes de personnages de dessins animés dans un seul endroit, dans un univers cohérent où des personnages réels rencontrent des personnages virtuels, pour moi, ça signifiait que tout était possible, qu'il n'y avait pas de limite, qu'il n'y avait pas de raison de mettre des barrières entre différents univers. Ce qui fait que je me suis intéressé à la fois aux films, à la fois à bande dessinée, à la fois aux dessins animés et ce genre de choses. Et toute ma vie, j'ai continué à m'intéresser à ces différents médiums. Maintenant, à un moment, j'ai perdu de vue la culture manga et japanimation jusqu'à l'âge de 13 ans, où je me suis replongé grâce à Ranma 1/2 et où depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Justement, je fais une petite coupure par rapport à Ranma 1/2. Tu es présent à la Japan Expo, mais est-ce que par exemple tu comptes être présent à Angoulême pour probablement peut-être qu'il y aura Rumiko Takahashi? Ah ben j'aimerais bien, c'est vrai que je connais des gens à Angoulême, mais c'est pas facile pour moi de voyager à mes frais parce que j'habite un peu au nord de la France et de là-bas à Angoulême, c'est pas fastoche. Mais je pense que c'est pas impossible. Pas fastoche ne veut pas dire impossible. Seize Invisible, Break the Unbreakable, Roro Fight the Power et ainsi de suite. Du coup, pourquoi pas? Ce serait une énorme occasion. Rumiko Takahashi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et c'est quelqu'un d'exceptionnel dans le milieu du manga et pas juste parce que c'est une femme qui a réussi à s'élever à un statut légendaire, ce qui est déjà très important et remarquable et très inspirant pour notre époque. En tout cas, je suis très heureux de la reconnaissance qu'elle a réussi à recevoir, même si à mon avis elle n'a pas besoin que des vieux croulants de 90 ans la valident. Pour moi, elle était déjà validée depuis longtemps de la part du peuple et de la part de ses fans. Mais cette extra reconnaissance académique, ça ne fait pas de mal. Voilà, là c'était les auteurs quand même qui ont voté, les auteurs de bande dessinée qui ont voté pour elle. Oui, c'est ce que je dis, des vieux croulants de 90 ans. Non, mais je sais pas. Enfin, si, quand vous allez sur Angoulême, vous avez toujours des histoires d'horreur sur des auteurs de l'arrière-garde qui, à chaque fois qu'ils parlent de manga, on se retrouve dans les années 50-60 à parler du Péril jaune, quoi. Tu vois, on connaît, je veux dire, Uderzo, ses idées sur les mangas, il les avait déjà avant de lire Step Up Love Story dans une librairie. Non, en fait, plus sérieusement, c'est vrai que mine de rien. J'ai été très facétieux et j'ai été moqueur, mais en réalité, c'est vrai que le nombre d'auteurs à être jury à Angoulême, c'est non seulement agrandi, mais aussi c'est renouvelé en fait. On a des nouveaux auteurs, d'une nouvelle génération qui n'ont pas les mêmes a priori, et peut-être que c'est ça qui a permis à une grande auteure comme Rumiko Takahashi de se démarquer et d'en faire la reconnaissance qu'elle mérite. Donc c'est vrai que là-dessus, au-delà de la blague, il faut savoir être nuancé. Je pense que par exemple, je sais que des gens comme Lewis Trondheim ou comme Boulet ou comme Melaka ou beaucoup d'auteurs en ce moment qui ont aussi percé grâce à Internet, ce sont des personnes aussi qui ont énormément d'estime pour la culture manga. Et je pense que ça se voit même dans l'industrie de la bande dessinée française, parce que l'inspiration japonaise est présente et je suis persuadé que grâce à l'influence de Antenne 2 et Club Dorothée, la nouvelle génération d'auteurs est en train de créer une nouvelle super culture hybride et métisse, inspirée de tas d'autres cultures très intéressantes et enrichissant les codes français de nouvelles images et de nouveaux éléments de langage visuel. Eh ben, merci pour cette petite discrétion qui était assez intéressante. Je voulais revenir sur ta chaîne YouTube. Tu as pas mal de formats différents, mais au final, pas vraiment un temps, pas forcément des vidéos de 10 minutes. On va avoir un peu de tout. Tu te sens assez libre, justement. Qu'est-ce que tu préfères faire comme tu veux plutôt que sortir une vidéo par semaine?
Oui, c'est vrai que je ne suis pas spécialement dans la régularité, mais j'essaye de faire vivre ma chaîne quand même, en plus de mes chroniques habituelles qui sont travaillées, peut-être plus longues, avec une écriture, des recherches préalables et un montage plus conséquent. Je fais des fois des vidéos un peu plus rigolotes et légères, des fois des hermit vlogs où je parle d'un sujet mais dont je n'ai pas le temps de consacrer un montage fort. Des fois j'en parle de façon spontanée et intéressée, à d'autres moments je fais, comment ça s'appelle des lives où je joue à des jeux, où je commente par exemple des Nintendo Direct, ce qui est toujours un moment d'émotion et de folie dans ces moments-là. Ouais, je te vois rire, hein. C'était vraiment sympa. Et par exemple, je fais quand même des petites, voilà, des micro-capsules, des micro-émissions entre-temps. Mais c'est vrai que les chroniques, j'essaye de pas trop m'imposer de rythme. Ça me vient comment ça me vient. Mais idéalement, si je peux en sortir un par mois, c'est pour moi l'objectif et c'est déjà très très bien. Pour moi, je veux vraiment... J'ai du mal des fois à choisir mes sujets parce que, si vous me connaissez, j'ai toujours un bloc-notes avec des centaines de sujets et au point même que des fois, certaines idées de vidéos que j'ai maintenant sont des idées qui datent de 2014 ou 2015, tu vois. Bernard Minet, je voulais en parler depuis déjà 2 ans. Ma vidéo sur les différences entre les versions télé et DVD de l'animation dans les animés, c'était un sujet qui datait de 2014-2015 aussi. Ça met beaucoup de temps pour développer, mais dès qu'il y a un sujet, excusez-moi hein, pour la métaphore dégueulasse, mais dès que la phase de constipation est terminée, eh bien là-dessus, plus rien ne m'arrête. Oui, justement, pour Nintendo Direct, pour le dernier de l'E3, on a vu toute l'excitation à l'annonce de Trials of Mana. Je fais pas de... Ouais, Trials of Mana, c'est ça, ouais. Seiken Densetsu 3, grand chef-d'œuvre, oublié et que maintenant on arrive enfin à sa phase de reconnaissance. Moi, je voulais venir, justement, tu parlais de Bernard Minet. Est-ce qu'on a l'impression que dans une autre vie, tu aurais peut-être voulu être parolier et tu l'es peut-être un petit peu avec, justement, un nouveau projet cette année qui était les Jam Fiction, qui sont toujours en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, Jam Fiction, c'est un projet qui date d'il y a longtemps. Il faut savoir qu'à la base, j'ai aidé à l'écriture des Epic Pixel Battle. Je faisais des fois des suggestions de lignes pour Lunatic. S'il les trouve intéressantes, il les prenait. Sinon, il les prenait pas ou il les modifiait, par exemple. Et par moment aussi, je faisais énormément de travail de recherche préalable pour les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des Google Docs où je mettais des tonnes d'informations sur les personnages pouvant être abordés dans un Epic Pixel Battle, tu vois. Et ça a aidé énormément mes amis, non seulement dans l'écriture des paroles, mais aussi dans la direction artistique pour la musique et la façon de chanter et comment interpréter le personnage. Avec même, par exemple, j'avais fait des catégories du style Dikitomi, ce personnage peut faire ce genre d'interaction avec ce personnage, vu son histoire ou son passé. Et je me suis dit, en fait, ce serait très sympa de faire un projet où, en plus au-delà des rap battles, on peut parler d'un personnage, écrire sur un personnage, chanter sur un personnage, mais en solo, peut-être. Voilà. Il y avait même, entre guillemets, l'idée c'était que c'était un peu des Epic Pixel solo, en quelque sorte. Puis les choses ont évolué. Au début, il y a eu des soucis avec Lunatic, mais c'était malheureusement basé sur un horrible et tragique malentendu que nous avons heureusement réussi à rétablir dernièrement. Maintenant, nous sommes toujours bons amis à nouveau et j'en suis extrêmement reconnaissant. Mais du coup, avec Tai, Sacha, l'équipe Starry Sky, nous avons décidé de reprendre cette idée de Epic Pixel Solo, entre guillemets, et d'en faire les jam fiction. Un mélange du coup de jam, la musique, le moment de faire un mélange musical impromptu et multigenre, et les fictions comme les fanfictions, les fictions d'un fan, de quelqu'un qui a de l'estime pour les œuvres de la pop culture et qui veut leur rendre un bel hommage. C'est ça, c'est en gros de la fanfic en musique. Et fort de mon expérience et de mes connaissances sur les icônes de la pop culture, j'ai voulu aider sur ce projet, l'écrire, et sans Tai et Sacha et Kogane, la dessinatrice, et les tas d'autres artistes avec qui nous travaillons, eh bien, ce n'aurait pas été possible. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer à mon niveau sur ce projet. Et j'invite tout le monde à aller sur la chaîne de Starry Sky pour voir les clips et acheter les musiques et les écouter et partager autour de vous. Moi, j'avais envie de parler d'un auteur qui me tient à cœur et que je crois qu'il te tient un petit peu aussi à cœur parce que tu le dissémines un petit peu, on l'a vu dans quelques vidéos. Je voulais parler un petit peu de Kazuhiro Fujita. Je le kiffe, je veux qu'il soit mon père. Et en tout cas, moi aussi, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien être... j'ai parlé de Moonlight Tide récemment dans notre émission. Et c'est vrai qu'il faudrait que
plus de monde puisse découvrir ses œuvres parce que c'est vraiment exceptionnel. Kazuhiro Fujita, pour moi, c'est un auteur qui mérite d'être tellement plus connu en France. Il a déjà pourtant une grande estime de la part du public japonais, au point que Karakuri Circus était dans le top 10 des mangas old school qui méritaient le plus d'avoir une adaptation animée en fait. C'était vraiment très très attendu. Maintenant, chacun jugera de la qualité de l'adaptation en elle-même, mais c'était quand même quelque chose qui était inespéré, inouï. C'était un peu mon over 3 mois d'animation. J'étais heureux que ça existe, et mine de rien, c'est que ça a pu remettre un peu en avant l'animé. En France, je ne sais pas, parce que c'est passé en semaine plus 1 sur Amazon Vidéo, donc bon ben tant pis, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais franchement, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup justement, comment dire, le fait que je me reconnais très légèrement à lui, c'est pas pour me la péter, mais c'est dans le sens où j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui adore lui aussi les icônes de la culture populaire, mais une culture populaire pas moderne, mais qui date des temps immémoriaux. Le cirque, les marionnettes, les spectacles d'arlequins, les contes de fées, les contes traditionnels, les yokai. Qu'est-ce que c'est si ce n'est que... Qu'est-ce que c'est que le folklore, les mythologies, si ce n'est que des éléments de culture populaire ancestrale? Et du coup, là-dessus, son érudition sur ce sujet, sa passion très communicative, avec son dessin brut de décoffrage, extrêmement intense, avec des personnages qui n'hésitent pas à se déformer sous le coup des émotions, son trait extrêmement dynamique, mais pas sans être pour autant totalement consensuel et épuré. J'aime beaucoup ça. Beaucoup de gens trouvent son trait pas aussi facile et aussi délicat que le tout venant du manga mainstream. Mais j'apprécie ce côté old school et fort et vraiment typique du Netketsu tel qu'on les aime. Et j'ai vraiment beaucoup d'estime pour son travail, que ce soit Ushio Etora, Karakuri Circus, que ce soit Moonlight Act, voire même ses nouvelles productions récentes comme les Black Museum, c'est ça il fait voilà, Stanley D et Springald. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé cela. Spriggan, c'était très sympathique. Franchement, j'apprécie vraiment. Spriggan, c'est ça qui est super. C'est encore du folklore, c'est l'histoire d'un espèce de fantôme anglais, de serial killer ou d'apparition spectrale qui sautille sur des jambes à ressort. C'est quelque chose, il faut vraiment aimer tout ce qui est le folklore, les créatures, la magie, la culture du peuple pour consacrer un manga entier en japonais à ce genre d'être. Et là-dessus, c'est pour ça que je pense que j'ai pu connecter avec son œuvre aussi facilement et que j'adore tellement ce qu'il fait. Pour conclure, parce qu'après tu vas être occupé, j'avais une question. Tu as fait une vidéo sur les waifus qui pouvaient sauver l'univers. Et justement, quel waifu tu choisirais toi pour sauver cet univers? Alors, si on doit parler de sauver l'univers, mais s'il faut soulever une waifu pour nous sauver contre les problèmes d'environnement, il faudra choisir Aqua de Konosuba parce que c'est une déesse de l'eau. Et l'eau, ça risque de nous tuer dans pas longtemps. Donc il faudra lui faire une offrande. Peut-être qu'elle pourra baisser le niveau des eaux et on va moins mourir. Et moi mourir, j'aime pas ça parce que ça m'empêche d'aller sur Exentai le soir. Et après, j'aurai pas le temps de voir le prochain film de Makoto Shinkai, ni le prochain Evangelion. Et déjà, j'ai le seum parce que j'ai raté les 10 premières minutes. Et vous l'avez regardé. Et du coup, j'ai envie de manger votre cerveau et que vous me donnez mes souvenirs. Je suis très fatigué. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant ? Ça va être fini du coup et merci beaucoup à toi pour cette interview. Et qu'est-ce que, bon pas pour cette dernière journée dimanche, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Survivre. Eh ben, merci beaucoup pour ce temps et un petit dernier mot pour la fin. Alors déjà je m'excuse pour mes digressions totalement débiles et de deux, merci beaucoup d'avoir fait preuve d'intérêt envers mes créations vidéo. Très content d'avoir parlé pour Radio Campus et je voudrais dire à tous les auditeurs que, encore une fois, la pop culture, c'est pas de la sous-culture. Et j'aimerais juste dire à vos auditeurs que ça ne veut pas dire qu'une sous-culture, c'est une culture en dessous de tout. La sous-culture, ça veut juste dire une culture en tiroir en dessous d'une culture plus globale. Et la culture globale, c'est quelque chose qui mérite notre curiosité.
Continuez à vous intéresser à la mythologie, continuez à vous intéresser aux grands livres, continuez à vous intéresser à la culture qu'on appelle classique, et vous vous rendrez compte qu'en fait, elle n'est pas si éloignée de la culture du peuple, de la culture populaire, de la culture des geeks, qu'en fait, il n'y a pas de séparation, de hiérarchisation des cultures qui devraient exister. Ne laissez pas ces murs entre les cultures se créer, faites péter les murs, mélangez tout et éclatez-vous, c'est à tout le monde. Bye bye, bisous. Bah, merci beaucoup sur sage parole. Et à bientôt du coup. Et il nous reste une dernière journée à la Japan Expo.